j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi parce que dans le cas de l'Église, c'est souvent un peu plus particulier. Et il y a quelques versets qui sont montés dans mon cœur, si on peut juste avancer au niveau des slides. Donc là, il y aura une présentation toute faite, mais la vérité, c'est qu'on ne va pas parcourir forcément tous les slides fidèlement. Amen. Alors, les 3 versets, donc on a Proverbe 6, versets 6 à 8. Et le sage dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse, la moisson de quoi manger. Amen. Et là, il parle de la sagesse de la fourmi. Elle n'a ni maître, elle n'a ni chef. Il n'y a personne qui lui donne des ordres. Mais elle manifeste une sagesse pour pouvoir continuer à se nourrir, avoir de la provision tout au long de l'année. Amen. Elle tient compte des saisons, elle tient compte des temps, et elle pratique une sagesse pour ne manquer de rien. Elle et sa colonie. Amen. Et ensuite, on a la parabole du talent qui m'a été inspirée d'une toute autre manière. On va le voir au fil de la présentation. Je pense que tout le monde connaît un peu la parabole des talents, n'est-ce pas? Quand le Seigneur dit que le royaume des cieux, je crois que c'est dans Matthieu, est semblable à un royaume où un monsieur est sorti et puis il a distribué des talents à chacun selon sa capacité. À un, il en a donné 5. À un autre, il en a donné 2. Et puis à un troisième, il en a donné 1. Et la Bible nous montre comment chacun a géré les finances qui lui ont été confiées. D'accord? Et le troisième, c'est dans Proverbe 31 au verset 6, où on parle de la femme vertueuse. Et puis au verset 16, pardon, et donc au verset 16, la parole dit, elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne. Amen. Et je souhaiterais qu'au cours de cet échange, de cette formation, qu'on garde à l'esprit ces 3 versets. Amen. Donc je vais commencer par une question, je ne sais pas s'il y a un micro-baladeur. Ce serait bien que ce soit interactif. Et qu'on puisse se poser la question, c'est quoi bien gérer ses finances? C'est quoi bien gérer ses finances et ou au contraire, quelles sont vos attentes de cette formation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer en premier? Oui, il y a Jaël qui a levé la main. Erika, Jaël, tout à ma droite. Jaël. Merci. Pour moi, bien gérer ses finances, c'est structurer, organiser ses finances argent de façon économique afin de ne pas en manquer demain et puis afin de pouvoir répondre aux besoins personnels convenablement sans toutefois en manquer pour demain. C'est comme ça que je vois. Ok. Merci. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Vous avez des attentes? Hein? Oui, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Une main qui est levée. Elle te ramène le micro. Ouais. Pour moi, bien gérer ses finances, c'est faire en sorte que tout ce qu'on veut suffise à notre travail, que nos travailleurs nous permettent d'acquérir ce qu'on veut, nos ressources. Que nos ressources nous permettent d'acquérir ce qu'on veut. Je note. Oui. Quelqu'un d'autre, il y a une main par là? Ok. Pour moi, bien gérer ses finances, c'est mettre un système en place pour avoir l'argent nécessaire pour pouvoir répondre à nos besoins. Mettre un système en place pour pouvoir avoir l'argent nécessaire pour répondre à nos besoins. Okay. Oui, Clarisse. Pour moi, bien gérer ses finances, c'est savoir organiser, contrôler ses finances tout en vivant pleinement aujourd'hui, mais en préparant demain. Préparant demain, très bien. Okay. Oui. Pour moi, bien gérer ses finances, c'est d'abord énumérer ses besoins, ensuite avoir un planning
et après vivre, pas vivre au-dessus de ce qu'on gagne, mais vivre, si on peut le dire, à la limite de ce qu'on gagne et être discipliné aussi par rapport au planning qu'on fait chaque mois ou chaque semaine en fonction de nos dépenses. D'accord. Quelqu'un d'autre? Derrière toi. Est-ce que quelqu'un peut me ramener une poubelle? Oui. Moi, Oui. bien gérer ses finances, c'est faire en sorte que ces finances soient un outil nécessaire et non un but. Un outil nécessaire et non? Un but. Et non un but. Mais C'est pas l'objectif. Très bien. Ok. En tout cas, là, on a quand même un panel de réponses variées, des fois qui se ressemblent. On a beaucoup organisation qui est ressortie, il y a planification qui est sortie, il y a contrôle. Et je pense que ça, c'est des éléments, effectivement, qui font partie d'une bonne gestion des finances. Et souvent, on a une mauvaise compréhension. Et je vais démarrer par, il y a un frère qui a dit, c'est un mécanisme pour acquérir. Je pense que c'est ce qui a été dit quelque part là-bas, c'est un mécanisme qu'on met en place pour acquérir. Mais avant d'acquérir, il y a ce que tu as aujourd'hui. Amen. Avant d'acquérir plus, il y a ce que tu as aujourd'hui et qu'est-ce que tu en fais. Alors, beaucoup de personnes ont souvent une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'argent. Souvent, on ne considère pas l'argent. Moi, j'ai l'habitude de dire en fait que l'argent que tu as aujourd'hui, c'est la graine qui cache la forêt. C'est le talent que Dieu a donné à cette personne qui avait un talent et qui lui a fait le choix de l'enterrer plutôt que d'en faire quelque chose qui pourra l'amener de gloire en gloire. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un point de départ. Ça veut dire que l'argent, certes, c'est une monnaie d'échange. Et ça, c'est souvent la définition de base. C'est une ressource pour pouvoir acquérir des choses. C'est une ressource pour pouvoir planifier. C'est une ressource pour pouvoir semer et récolter encore plus demain. Et c'est important de garder en tête cette notion d'argent. Et de se dire que, parce que l'une des erreurs souvent dans la vision et la perception de l'argent, c'est de se dire que l'argent a de la valeur seulement à partir d'un certain niveau. Ouais. Et ça, c'est souvent l'une des erreurs. Donc, pour certains, l'argent commence à partir d'un certain montant. Ça commence à partir de 10 000, 5 000 ou que sais-je, 2 000, 2 000 francs. Mais quelqu'un qui veut bien gérer son argent n'oublie jamais que 100 francs, c'est 100 fois 1 franc. Et que 1000 francs, c'est 100 fois 10 francs. Ça change tout. On garde ça en tête. Parce que souvent, je voulais faire un exercice, mais bon, là, je ne vais plus le faire. Souvent, on perd ça trop rapidement de vue. Ce qui veut dire qu'on a souvent des négligences de l'argent que Dieu nous a confié parce que le montant semble peu, la valeur semble peu. Sauf que si tu utilises mal 100 francs 10 fois, tu as mis à la poubelle 1000 francs. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu utilises mal 10 fois 1000 francs, tu as mis à la poubelle 10 000 francs. Si tu utilises mal, bref, on peut aller crescendo comme ça parce que cette perception, c'est en fonction du niveau social. Donc si tu utilises mal 10 fois 10 000, c'est 100 000 que tu as mis à la poubelle. Ce découpage dans l'esprit permet de mieux valoriser l'argent qu'on a et de mieux apprécier ce que le Seigneur nous a donné. Le monsieur quand on lit la parabole des talents, on peut se dire qu'il n'avait qu'un talent. Sauf qu'il avait quelque chose que Dieu voulait qu'il fructifie. Ce n'était pas quelque chose à creuser et mettre dans la terre, c'était quelque chose à fructifier. Ce n'était pas quelque chose à négliger, ce n'était pas quelque chose qui devait aller 100% pour un don, mais Dieu s'attendait à ce qu'il puisse fructifier l'argent qu'il lui a donné. Est-ce qu'on est d'accord? Et avec ça, ça permet en fait de déconstruire une mentalité qui pour moi rentre dans le cadre de la mentalité de la pauvreté. La pauvreté, c'est pas je choisis d'être pauvre. La mentalité de pauvreté, c'est des mécanismes qu'on met en place et qu'on entretient qui nous empêchent de nous enrichir ou d'arriver là où Dieu veut que nous soyons. Quelqu'un a dit, il a parlé de but. Effectivement, le but, c'est pas ça.
Le but, c'est que nous ayons suffisamment pour nos besoins et que ce soit utile à toute bonne œuvre, comme c'est que la parole de Dieu dit. Mais déjà, pour arriver à satisfaire nos propres besoins et pour pouvoir prendre soin des autres, de leurs indigents et tout ça, il faut au préalable une bonne compréhension et une bonne gestion des finances. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Ok. Donc, je parlais tout à l'heure des mentalités qui nous appauvrissent. Et quand on voit la parabole des talents, ce que le gars a mis en place, c'est exactement ce que beaucoup font pour s'appauvrir. Il n'a pas réfléchi par 4 choses. La Bible dit, ça commence par celui qui a les 5 talents, qui dit aussitôt, il a allé l'investir. Le deuxième a vu, et puis lui aussi, il a investi. Le troisième, il a creusé la terre et il a mis. Alors, ce troisième-là est quand même bourré des mécanismes de la mentalité de pauvreté. La première des choses, c'est que le talent, tu le caches. Tu creuses la terre et tu le mets. Ça ne produit absolument rien. Absolument rien. Et quelqu'un qui fait ça de façon mécanique dans sa vie ne pourra pas avoir assez pour satisfaire ses besoins et pour pouvoir aider l'indigent. Parce que de toute façon, il n'a pas multiplié. C'est-à-dire qu'une fois que tu utilises tout l'argent que tu n'as plus rien d'autre. Et ça fait partie des mentalités de pauvreté. L'une des choses qui vont dans la mentalité de pauvreté en termes d'argent, c'est quand on ne copie pas l'exemple qui fonctionne. L'autre est allé investir. Le second a vu, il est allé investir aussi. Le troisième a vu qu'il était trop sage. Il s'est dit, moi je gère, je préfère creuser et puis mettre dans la terre. Comme ça, au moins, ça ne risque rien. L'une des choses dans la mentalité de pauvreté, c'est ça. C'est de ne pas copier les modèles qui fonctionnent. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on a des fois une limite. On a des fois une limite parce qu'on a quelquefois des compréhensions qui sont erronées. De dire non, celui-là, par exemple, qui va investir, qui va multiplier, on va dire, c'est pas ce à quoi moi je suis appelé. Moi, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je ne suis pas dans ce truc-là, je ne calcule pas. Sauf que souvent, c'est les mêmes personnes qui seront dans des difficultés. Ça, vous avez déjà vu des gens comme ça, hein? À moins que ce soit un appel, à moins que ce soit Dieu qui t'ait dit de faire comme ça. Mais souvent, dans nos églises, on a des personnes qui gèrent mal leur finance, ils ne veulent pas entendre le mot. C'est-à-dire qu'il a suffisamment, mais il vit pauvrement au quotidien, parce qu'il ne fait pas la part des choses. Quelqu'un qui gère bien ses finances, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Tout à l'heure, on aura un fichier qui est mon support personnel et le support de plusieurs, mais qui, je pense, doit être adapté chacun en fonction de sa situation. Parce que l'argent que Dieu nous donne a des buts différents. Et celui qui gère bien son argent apprend à découper en fonction des buts. Moi, des fois, je disais à quelqu'un que si on vient te voir avec une situation et que l'argent que tu as en poche, c'est pour payer ton loyer, si tu prends cet argent et tu donnes à quelqu'un, tu commences à créer un désordre dans tes propres finances. Je ne parle pas des cas de SOS, ça on va le voir. Mais je parle des cas naturels, quelqu'un te dit j'ai faim, tu prends l'argent dans ton loyer, et puis tu vois que ça, on va dans un cycle. Comme je dis, à moins que tu n'aies entendu le Seigneur, mais logiquement, quelqu'un qui gère bien son argent, l'argent a des destinations. Ce que j'ai à la fin du mois pour ceux qui travaillent, ce que je réussis à avoir, il doit avoir des destinations séquencées. Ça veut dire que si j'ai mis de l'argent de côté pour aide sociale, dans mon portefeuille d'argent que Dieu m'a donné. Quand ce stock est épuisé, si je dis à quelqu'un qui vient me solliciter, je n'ai pas d'argent, je n'ai plus d'argent pour les aides sociales. Je peux avoir de l'argent pour payer la pension de mes enfants, mais ça s'appelle pension de mes enfants. Je peux avoir de l'argent pour mon offrande à l'église, ma dîme, où j'ai pris l'enveloppe d'une offrande spéciale, ça s'appelle, c'est déjà l'argent de quelqu'un d'autre, en fait, ce n'est plus mon argent. Okay? Ce qui est à moi, c'est ce que j'ai épargné. Mais le reste, ça a des destinations. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'on doit se dire qu'on doit avoir une gestion, comme je dis, où chaque partie porte sa part dans l'argent que Dieu me donne. Donc, je gère mon argent, je sais que j'ai un loyer à payer, je sais qu'il y a des factures à payer, et avec l'argent que Dieu me permet d'avoir, j'essaie de faire quoi? Une ventilation en fonction de tout ce qui est obligatoire. Mon loyer, les besoins primaires, etc., manger. Je pense que Dieu veut que nous puissions aider les indigents à accomplir de bonnes œuvres. Je mets quelque part une ligne pour ça. Je prends un exemple banal. J'ai 200 000 de salaire, je dis, ok, tous les mois j'ai 5 000, 10 000, je peux aider les gens. Je mets ça dans cette case-là.
Et à partir du moment où chaque case est remplie, le désordre, c'est de venir piocher dans l'argent de X pour résoudre le problème Y. Ce n'est pas le but. Comme je dis, pour le faire, il faut avoir entendu Dieu, parce que Dieu veut que nous soyons de bons intendants. Amen. Dieu veut que vous et moi, que nous soyons de bons intendants. Et puis, il doit avoir une notion d'épargne. Il y a des personnes qui travaillent et puis n'épargnent rien. C'est pas normal. Il doit avoir des notions d'épargne. Quand dans le Proverbe 31, on dit, elle pense à un champ et l'acquiert, du fruit de son travail, elle plante une vigne. À votre avis, elle plante la vigne avec quoi? L'épargne. Elle a travaillé, elle a mis de côté, et puis elle a planté une vigne. Un peu ce que je disais tout à l'heure, que l'argent que nous avons aujourd'hui, c'est comme une graine qui cache la forêt. Si tu utilises tout, comment tu vas fructifier? Comment tu vas planter? Comment tu vas multiplier? Et donc, dans la notion de multiplication, il y a forcément une question d'épargne. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pratique une épargne systématique? Systématique. Ok. Il y a quand même un peu d'acquiescement, hein. Donc, vous vivez au jour le jour. Comme on dit, ça sort comme ça sort. À partir d'aujourd'hui, on change ça. Parce que le Dieu de gloire ne veut pas que nous ayons des mentalités des personnes qui gèrent mal. Nous devons être de bons gestionnaires de l'argent que Dieu nous a confié. Amen. Amen. Et donc, on doit pratiquer ce qu'on a dit tout à l'heure, la sagesse de la formule. Je définis qu'est-ce que j'ai. Je connais les saisons de rentrée d'argent. Je connais mes besoins. C'est ce que la formule fait. Elle sait qu'en été, il y a moyen d'amasser. Elle sait qu'en hiver, c'est plus rude. Elle sait qu'au printemps, ça commence à venir, mais c'est un peu plus compliqué. Elle observe les saisons, elle observe les variations, et elle se dit, ok, je capte quelque chose. Je vais amasser quand il y a l'abondance, parce que je vais faire quoi? Parce que quand elle amasse en été, après, elle ne mange pas d'un coup. Elle fait une ventilation efficace tout au long de l'année pour ne jamais manquer de rien. Amen. Et c'est ce que le bon gestionnaire de finances doit faire. J'ai de l'argent qui va arriver ou qui arrive tous les mois. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour des personnes qui ont une rentrée d'argent fixe tous les mois. Je planifie. Parce que demain, il y a des besoins. Elle a parlé tout à l'heure, en fait, de vivre pleinement aujourd'hui, mais d'anticiper le futur. J'ai des enfants qui vont aller à l'école. Il peut y avoir des cas de maladie, peut-être je ne suis pas assurée. J'ai des parents qui sont à ma charge. J'ai, je ne sais pas, on peut citer à l'appel. Alors, je tiens compte de tout ça dans ma façon de gérer le quotidien. Et maintenant, il y a la notion de priorité et d'importance. Il y a des fois des personnes, quand tu fais leur accompagnement, tu te rends compte en fait que dans le dispatching de l'argent qu'ils ont, ils ont peut-être 20% de revenus, c'est seulement dans les habits des autres, souvent les femmes, dans les achats, 20% de son revenu. Alors qu'à côté, puis des fois, il n'a même pas la dîme dedans. 20% de loyer, de machin, et puis des fois, il n'a même pas la dîme dedans. 20% de revenus, pour quelqu'un qui a un certain type de revenus, tu vis déjà au-dessus de tes moyens. Celui qui gère bien son argent vit au-dessus de ses moyens justement pour mettre de l'épargne, pour pouvoir acquérir une vigne après le travail du champ. Amen. Et c'est ça qu'on doit faire. Donc ça veut dire que pour bien gérer tes finances, tu dois prendre le temps d'évaluer, de faire une pause. Par exemple, aujourd'hui, de se dire, où va mon argent? Est-ce que vous savez où va votre argent? Répondez, c'est pas un monologue. Est-ce que chacun ici sait où va son argent? C'est-à-dire que je te prends aujourd'hui, tu fais le test, tu dis non, 20% c'est pour le loyer, 30% c'est pour telle chose. Est-ce que vous savez où va votre argent? Commence à regarder le ciel. Et ça, souvent, c'est la preuve qu'on gère mal. Parce que le bon gestionnaire sait exactement où va son argent. Parce que c'est lui qui a la maîtrise. Ce n'est pas les situations de la vie qui orientent son investissement ou sa gestion. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on doit les mettre. Le Seigneur nous appelle à dominer. Tu peux pas avoir les finances et c'est les finances et les situations qui te dominent. Quand tu domines, ça veut dire que c'est toi qui donnes la direction. Et souvent, dans la vie de plusieurs, ils ne donnent aucune direction. C'est des choses qui viennent les trouver et viennent commencer à piocher. Or, notre argent, on doit protéger l'argent de celui qui dévore, de celui qui vole, de l'oiseleur, etc. Donc, on doit pouvoir répondre positivement à cette question. Où va mon argent? À la fin de cette formation, je veux que chacun puisse faire l'exercice et pouvoir répondre à lui-même. Où va mon argent? Parce que vous devez maîtriser. Et quand c'est un exercice, quand on fait souvent, ça choque.
De se dire, je prends le temps, je regarde mes dépenses les 2-3 derniers mois, c'est souvent intéressant, je note, je revois un peu comment est-ce que j'ai dépensé, comment on a mangé à la maison, combien je paye pour le loyer, les factures, etc. Combien pour les femmes je prends pour mes soins, combien je prends pour acheter les vêtements, combien je prends pour les aides sociales. Mettez tout ça sur la table. Prenez un cahier, un fichier Excel, tout ce que vous voulez, et vous notez tout. Vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Moi-même, quand à l'époque j'avais fait cet exercice, j'étais choquée. À chaque fois que je fais cet exercice avec les personnes que j'accompagne, eux-mêmes ils sont choqués. Quelqu'un réalise, en fait, finalement, je mets plus de 80 000 rien que dans mes soins tous les mois, il y a un problème. Mais c'est que quand tu dépenses sans avoir organisé, sans avoir planifié, tu ne te rends pas compte. Vous voyez? C'est un peu comme avec les cartes de crédit, tu payes seulement, mais tu ne réalises pas ce que ça représente dans l'assiette. Prenez le temps de faire l'exercice et ça va vous permettre de mieux ventiler. Parce qu'après avoir effectué cet exercice, on se pose les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est utile? Une fois, j'accompagnais une jeune fille à Bruxelles au sujet de la gestion de ses finances. Elle gagnait déjà pas beaucoup. C'était une étudiante. Mais elle avait peut-être 60% de ses revenus, c'était ça. Les ongles, les mèches, les coiffures, les machins et tout. Et puis une fois, je la choque. Je dis, tu sais, tu n'es pas obligé de faire des ongles. Elle est choquée parce qu'il faut suivre la traîne. Il faut choisir. Il faut choisir, est-ce que tu veux bien gérer tes finances, épargner pour planifier? Parce qu'en même temps, tu es là, tu es capable de prendre une formation qui va t'aider demain parce que tu n'as pas d'argent. Et ce même argent, c'est ça que tu mets dans les ongles. Je lui ai fait un fichier rapide. Elle a fait ses ongles à 25 € tous les mois. Je lui ai dit, mais 25 € tous les mois, ça te fait 300 € par an, l'aide de rien. Elle-même, elle était choquée. Je lui ai dit, mais tu vois, tu arrêtes ça pendant 2 ans, tu as 600 €, 600 €, ça te permet de faire la formation, de racheter ton nouvel ordi dont tu as besoin, etc. Donc des fois, c'est des calculs qu'on ne fait pas. On vit l'instant présent sans se projeter pour demain. Faire cet exercice, je vous dis, ça va choquer. On va se dire, mais c'est pas possible, le goûter des enfants ne peut pas nous coûter autant tous les mois. Parce que des fois, on achète. Des fois, on vit en fonction d'un standing qu'on veut avoir dans sa tête. À quelque chose, parce qu'on a des choses à prouver, parce que les personnes, voilà, les gens qui gagnent, pareil que nous, ils ont un certain style de vie. On vit pour vivre le style de vie de d'autres personnes. Mais qu'est-ce que toi, tu veux avoir? Quelle est ta vision? Quel est ton objectif à atteindre? Et chacun doit répondre à cette question de façon individuelle. Parce que l'une des choses qui volent notre argent, justement, c'est de vivre selon ce que la société a dit, selon ce que la famille a dit, sans se poser la question à un moment donné de dire qu'est-ce que moi je veux? Parce que ce que je veux, c'est ça qui est important. Et comme je disais tout à l'heure, l'un des pièges, c'est ça. C'est que tu gagnes peut-être, je ne sais pas moi, 500 000 francs par mois, et puis les gens qui gagnent 500 000 sont dans un certain type de quartier, suivant. Tout quand tu as 500 000 là, et que tu fais, donnez-moi une ville, un quartier un peu difficile. Comment? À Bobo. Tu trouves un nouveau travail, tu es à Bobo, ok? Et puis tu es payé 500 000, puis à Bobo ne te suffit plus. Il faut tout de suite que tu partes à Cocody, parce que c'est là où les gens qui te ressemblent vivent, vous voyez? Sauf qu'il y a des choses qu'on ne fait pas par suivisme. Quel est ton plan en termes de gestion financière? C'est ça qui est important. Moi, je dis souvent aux gens, c'est quand tu shiftes de niveau de revenu, fais l'exercice de faire 2 ans comme si tu n'avais pas ce revenu. C'est-à-dire que, imaginons tu touchais 250 000 avant, tu passes à 400 000, mais tu vis exactement comme tu vivais quand tu avais 250 000. Redis-moi dans 2 ans ce que ça a rapporté à ta vie. Tu vas voir que tu vas sortir de là, peut-être tu auras le capital nécessaire pour t'acheter un terrain, peut-être que tu vois, parce que les gens souvent ont des fausses façons de penser. Parce que le monde veut nous dicter. Mais comme je dis encore une fois, en tant qu'enfant de Dieu, on domine. On domine sur les pressions extérieures. On domine sur nos émotions et on se pose les bonnes questions. Parce que n'oublions pas, l'argent que nous avons aujourd'hui, c'est ça qui va nous permettre, comme la femme vertueuse, d'acquérir une vigne. Parce qu'elle est passée du champ à la vie. Amen. C'est ça qui va nous pousser à aller de progrès en progrès, de succès en succès. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Donc, on refuse de vivre une vie dans nos têtes que la société nous impose, où la famille va se moquer de nous, mais comment tu es encore à pied? Les gens qui ont ton niveau de vie là, vraiment, eux, ils roulent quand même dans des Mercedes. Pourquoi toi? Non, on ne sait pas. Parce qu'on garde en tête la vision. Et la question que j'ai pour toi, quelle est ta vision financière? Est-ce que tu en as une? Est-ce que tu vis seulement en disant que bon, tant que je mange, ça va?
Tant que je peux répondre à tel problème, tout va bien. Sauf que tu n'es pas maître du lendemain. Tu ne sais pas ce qui peut t'attendre. Tu ne sais pas le type d'aspiration que tes enfants auront. Tu ne sais pas ce que Dieu va te dire au sujet de tes enfants. Ces enfants-là, ils doivent aller dans telle école. Toi, dans ta tête, tu te disais, bon, il va aller simplement à l'université publique, ou je ne sais pas moi quoi. Ça coûte combien? 30 000. Donc tu te disais que bon, 30 000 là-bas, ça fait, mais Dieu a un grand rêve. Tu fais un enfant, Dieu lui met un rêve qui est grand. Il doit aller dans des écoles privées, il doit aller dans ce. Sauf que toi, tu vis au jour le jour. Comment tu fais? Le bon gestionnaire, c'est celui qui fait ça aussi, qui a une vision. La Bible dit que l'homme de bien ne sert l'héritage aux enfants de ses enfants. L'héritage est spirituel, oui, mais c'est également matériel et financier. Comment est-ce que tu vas bâtir tes enfants et les propulser comme des lances dans ton carquois si tu n'es pas capable de bien gérer l'argent qui va les aider à être propulsés? Il faut qu'on ait une vision. Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux atteindre? À titre personnel, j'ai revu ma façon de gérer mes finances une fois qu'on a eu des enfants. La vérité, c'est que je n'ai jamais été mauvaise dans la gestion des finances, mais on s'améliore tous les jours. Je n'ai jamais été mauvaise. Je n'ai jamais vécu au-delà de mes moyens et j'ai ma façon de gérer mon argent. C'est-à-dire que je me rappelle quand j'étais étudiante, je fais une parenthèse, j'avais reçu une bourse d'étudiant et une amie me dit c'est pas juste. Elle ne comprend pas pourquoi. Bon, elle ne connaissait pas ma vie. Hein, donc elle me dit elle ne comprend pas pourquoi j'ai la bourse. Pourtant, il trouve que je m'habille bien au quotidien. Je dis que tu n'as rien compris. Je fais mes choix stratégiques. Je ne change pas d'habit tous les jours, mais quand je mets ce qui va durer, pardon. Vous voyez, non? Je ne suis pas dans les trains compliqués. Aujourd'hui, tu achètes parce que c'est sorti sur, je ne sais pas quelle influenceuse de TikTok. Et puis, non, je fais mes choix de ce qui va durer. C'est moi, c'est mon choix. Et les personnes qui veulent changer tous les jours, c'est leur choix aussi. Mais j'ai toujours fait des choix stratégiques quant à mes achats. Ce qui fait que je peux avoir même aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment, je m'enlace des vêtements que j'avais quand j'étais étudiante. Parce que je fais des choix qui vont durer. Après, ça, c'est une parenthèse. Mais ce qui est important surtout, c'est de savoir où tu mets ton argent et est-ce que ça a plus de valeur qu'un autre endroit. Vous voyez? C'est important. Donc je disais que quand on a eu nos enfants, tout a changé. Parce que c'est qu'est-ce que je veux pouvoir financer au sujet de ces enfants? Qu'est-ce que je veux pouvoir leur apporter? Où est-ce que je veux pouvoir les emmener? Quel type d'activité je dois pouvoir financer? Et donc ça revoit en fait le planning, la planification que j'avais fait au départ. Ça veut dire que quand les enfants arrivent, je suis obligée de réorganiser. Si je mettais, je ne sais pas moi, à 30 000 dans mes soins mensuels, je commence à voir que ça ne peut pas fonctionner parce que je dois être équilibrée. Parce que je fais peut-être le choix de dire je veux pouvoir épargner 20% de mes revenus tous les mois. Ça, je ne veux pas forcément que ça change. Donc, je commence à voir les autres postes qui m'occupent beaucoup d'argent. Je dis, ok, maintenant que j'ai des enfants et que je veux une épargne activité pour mes enfants, je vais diminuer de 10 000, de 5 000, de 7 000, je ne sais pas, ce que je mettais dans tout ce qui était soin pour moi. Je vais revoir la façon de manger même à la maison, parce que je veux dégoûter, parce que bref, j'essaie de revoir tout ça et je le mets dans le panier, j'évalue. Aujourd'hui, si on fait un état des lieux, qu'est-ce que tu pourras présenter au Seigneur? Qu'est-ce que tu pourras lui dire? Est-ce qu'il va dire de toi que tu es méchant comme il a dit à celui à qui il a confié un talent? Ou est-ce qu'il va te dire bravo comme à celui à qui il a confié un talent? Voyez? Et c'est des questions à se poser. Être agréable à Dieu, c'est la façon de gérer toutes les ressources que Dieu nous a confiées également. Si on gère mal nos finances, comment est-ce qu'on peut dire, comme ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, avoir suffisamment pour toute bonne œuvre? Le Seigneur veut qu'on vienne au secours des indigents. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? C'est impossible. C'est pour ça que beaucoup de personnes, par leur mauvaise gestion, finissent le mois soit endettés, soit avec peu d'épargne. Ils ne peuvent même pas aider quelqu'un. Des fois, c'est par manque de ressources, je ne dis pas le contraire. Mais souvent, les gens qui ont suffisamment de ressources, c'est par mauvaise gestion, mauvaise organisation, mauvaise compréhension des choses. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question jusqu'ici? Il n'y a pas de question. Une réaction. Dylan? Je t'entendais murmurer. Oui. Nos priorités sont au-dessus de notre budget. Ok. Comment prioriser? Si par exemple on a 4 priorités,
C'est-à-dire, on doit fréquenter, on doit se loger, on doit se déplacer. Prenons les 3. Et que ça nous coûte environ 15 000, mais on gagne 10 000. Comment équilibrer, comment prioriser dans la priorité en fait? Comment prioriser dans la priorité? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas de figure où des personnes ont besoin d'aide. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent quand même dans un seuil qui est quand même compliqué à répondre aux besoins de base. Mais je vais prendre un cas, par exemple. Je me rappelle quand j'étais étudiante, effectivement, ce que je percevais tous les mois, déjà parce que j'avais un objectif, ne me permettait pas de prendre un loyer toute seule. Parce que j'avais d'autres objectifs derrière l'argent que j'avais en tant qu'étudiante. Et bien, ce que j'ai fait, parce que souvent les gens ont des grands rêves, alors que ce n'est pas la bonne saison. Il faut savoir la saison dans laquelle on est. Il y a des personnes, par exemple, qui refusent de faire des colocations au nom de la fierté. Par exemple, qui vont dire, non, moi je ne fais pas de colocation parce que quand même, quoi. Quand même. Mais si c'est la saison et que c'est compliqué, frère, tu fais d'abord de la colocation. Le temps, il y a un temps pour chaque chose. Le temps d'être à toi-même dans ton confort personnel va arriver. Mais il y a des saisons où il faut payer le prix. Il y a des moments où il faut s'aimer avec l'arme pour pouvoir récolter demain. C'est par exemple un exemple. C'est de dire que quand je mets sur la table, est-ce que mon loyer, est-ce que je ne peux pas avoir mieux en termes de coût? Est-ce que je ne peux pas avoir moins cher? Quelles sont les possibilités que j'ai pour avoir moins cher? Par exemple, tu vois, est-ce que je peux me faire loger par une famille qui est disponible? Est-ce que c'est des questions à se poser en profondeur? Et une fois que tu as attaqué la question de logement, si tu as d'autres options, quitte. Parce que des fois, comme je dis, les gens font des mauvais choix. Il va réfléchir seulement au fait de déménager, tout c'est trop compliqué, je suis installé depuis longtemps, et puis il s'enfonce. Pourtant, s'il fait le choix de dire, ok, on y va, ben, c'est la saison, je déménage, ça va me prendre 1 an, 2 ans, j'en sais rien, mais par la grâce de Dieu, le moment viendra. Donc ça, c'est le type de question qu'on peut se poser, et ça vaut pour tous les domaines. Quelqu'un, par exemple, qui a du mal à s'en sortir la fin du mois, personnellement, je ne comprends pas qu'il achète des habits tout le temps. Je ne comprends pas. Il n'y a personne, à part juste des personnes qui vont te juger. Mais ça, on s'en fout. Tu as dit qu'on est dans un pays à le soleil. Tu laves, tu sèches, ça sèche, tu reportes. Non, je suis sérieuse. Il y a des personnes qui ne vont pas le faire parce qu'ils ont des choses à prouver. Non. Quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui connaît son identité, n'a rien à prouver à personne. Oui, tu n'as rien à prouver. Si c'est la saison où tu as 2 vêtements, rends grâce à Dieu, reste dans les 2 vêtements. Et à la limite, il y a peut-être le social, il y a peut-être... Mais en tout cas, apprends à vivre dans le contentement et pas vivre des rêves ou vivre une vie que tu ne peux pas te permettre de financer aujourd'hui. Ça, c'est également une mentalité de pauvreté. Quand on vit une vie qu'on ne peut pas financer. Et comme je dis, ça dépend des niveaux. Tu vois? Des fois, les étudiants, c'est ça. C'est qu'on veut rester dans les traînes, on veut que les gens nous voient bien. On s'en fout de ça. Je ne sais pas vous, ceux qui travaillent déjà, est-ce que vous vous souvenez encore des gens qui s'habillaient bizarrement? Des fois, on s'en souvient, mais c'est vague. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous le voyez bien dans sa fonction, c'est le truc qui vous vient à l'esprit? C'est passé. C'est passé. La saison est passée où il avait une seule chaussure usée jusqu'au talon. C'est fini. Vous voyez? Des fois, on fait des mauvais choix et des mauvais arbitrages. Donc, simplement pour dire que c'est une démarche qu'on peut faire à tous les niveaux. Maintenant, si la démarche est faite au minimum des minimums, ça veut dire qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'un secours, on a besoin d'une personne extérieure qui vient nous apporter du soutien. Tu vois? Mais la première démarche, c'est de faire cet exercice déjà. Et de voir jusqu'où on peut réduire des choses et le faire promptement. Est-ce que j'ai répondu à la question? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Il y a une sœur qui m'avait posé une question. Elle me dit, il fallait que je sois à cette formation parce que comment faire quand les sollicitations deviennent nombreuses? Tu travailles, tu as la famille qui te fatigue. Tu as les frais qui te fatiguent. Pour moi, j'assume mes propos, c'est l'un des trucs qui appauvrit beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous connaissez autour de vous des tontons qui avaient un certain revenu moyen, mais qui sont pauvres jusqu'aujourd'hui. Qui sont, aujourd'hui, ils demandent. Ils sont eux-mêmes dans le besoin. Vous en connaissez? Hein? Moi, j'en connais. Ils voulaient aider tout le monde. Ils voulaient aider tout le monde, mais il oublie qu'il doit s'aimer lui-même. Dès qu'on vient lui demander, il tape les poches et puis il donne. Il tape les poches. Après, souvent, quand tu as besoin, ces gens-là ne se souviennent même plus de toi.
Il faut faire la part des choses. Le bon gestionnaire sait qu'il doit mettre quelque chose déjà pour ses propres besoins de base. Comme je dis, s'il y a une urgence, on peut comprendre que tu pioches dans l'argent, je ne sais pas moi, de plaisir des enfants ou je sais quoi, pour aider les gens. Si tu entends Dieu te dire, va donner 50 000 à telle personne, c'est autre chose. Mais le principe de base, c'est qu'on doit être de bons gestionnaires. La Bible dit dans le livre de Corinthiens qu'on doit pourvoir à nos propres besoins et pour en avoir suffisamment. Donc si tu ne pourvois pas à tes propres besoins et que tu es dans le dispatching, aide, tu es en train de créer un désordre. Je vous dis, j'en connais personnellement plusieurs. À la fin de leur carrière, à la retraite, ils sont brocs, pauvres, incapables de manger. Parce qu'ils n'ont pas préparé la retraite. Parce qu'ils n'ont pas mis de côté, il n'y avait pas de plan d'épargne. Il n'y avait pas de vision à long terme. Et du coup, ils laissaient que des personnes viennent prendre. Et la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle que j'ai à vous dire, c'est que souvent, il y a des personnes qui vous sollicitent. Si vous ne les aidez pas, ils s'en sortent quand même. Vous avez déjà connu des gens comme ça? Ils vous demandent, vous prenez de tout ce que vous avez, vous donnez. Après, vous voyez le gars au glacier. Vous voyez, non? Il est en train de se faire plaisir, il vit sa meilleure vie, alors que vous avez pioché tout ce qui vous restait pour pouvoir l'aider. Ça arrive souvent. Des personnes qui sont des sangsues. Ça arrive. Qui veulent vivre à vos crochets tout le temps, donne. Mais des personnes qui se font plaisir, ils ne sont pas indigents, comme ce que la Bible dit. Ils ne sont pas dans le besoin primaire. Mais ils prennent chez vous pour aller. Et comme je dis souvent, un des trucs, c'est qu'on répond parce qu'on a une image à préserver. Ça arrive tout le temps. On répond parce qu'on a une image à préserver. On est quand même le tonton. Il y a souvent des mots là pour nous, vous voyez, pour nous, comment je peux dire ça, pour nous amadouer. Que même mon tonton, les marmailleurs là, que le tonton des tontons, et puis le tonton, il ne faut pas que je parte quand même mon image. C'est souvent ce qui arrive, malheureusement. Vous voyez? Et puis, il y a les catégories de personnes, sont des personnes qui calculent l'argent dans tes poches. On te voit comme ça, on dit que non, vraiment, même si elle me donne 5 000, 100 000, ça ne change rien à sa vie. Mais c'est vrai. Il y a des personnes qui font des calculs comme ça. Mais ne vous laissez pas séduire. Vous faites vos calculs, vous les faites. Vous n'avez pas à démontrer les choses aux gens. Souvent, les gens le font comme ça. Quand on va voir un tonton qui a une voiture qui est quand même, il devient seulement la proie, on devient la censure. Que non, mais lui, il est trop dur, je lui demande seulement 10 000. Il ne me donne pas 10 000. Mais tu connais les projets qu'il a. Tu connais ses besoins, tu connais les choses que le Seigneur a mis dans son cœur, tu n'en sais rien. Et souvent, c'est ce qui arrive. Donc, pour ma part, la meilleure façon de résoudre ça, c'est justement que dans ton budget, que tu aies une ligne pour aider les gens en fonction de tes moyens. Et quand l'argent d'aide est épuisé, l'argent d'aide est... J'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent pour ça. Parce que l'argent que Dieu m'a confié, il a des rêves, des projets, des choses que je dois accomplir. L'argent que j'ai, que je gagne tous les mois, une partie s'appelle électricité, une partie s'appelle investissement, une partie s'appelle etc., etc. Amen. L'orphelinat que tu as dans ton cœur, là, tu vas financer ça comment? Mais tu vas financer ça comment? Ton rêve que Dieu t'a donné, tu vas financer ça comment? Ce ne sera pas possible. Parce qu'on a de mauvais systèmes de pensée ou de mauvaises façons de raisonner. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? C'est bien silencieux. Il n'y a pas de question. Ça me fait peur, hein? Comment? Examen de conscience. En tout cas. Est-ce qu'on peut juste avancer un peu les slides? Je vais voir s'il y a quelque chose que j'ai oublié. Oui, vas-y. Vas-y. Donc on a parlé, reviens un peu. Donc on a parlé déjà de la vision, tenir un budget. Je vais vous montrer un exemple de budget tout à l'heure. Discerner les saisons, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment un temps pour semer, un temps pour récolter. Et ça, il faut vraiment discerner. Tu peux continuer. Ouais. Souvent, c'est les questions que je pose aux gens. Quel est ton rapport avec l'argent? Et est-ce que tu peux le décrire en 1 minute? Je ne sais pas si j'ai ma poubelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un chewing-gum dans son sac? Pas la boîte entière, un chewing-gum, genre le morceau. Ou, je ne sais pas moi, un mouchoir. Non, c'est quelque chose qui t'appartient. Un mouchoir, un chewing-gum, un... Quoi ça?
Non, je veux un truc en paquet. Ça, là, c'est non, pas ça. Ah, ok, Ataï m'apporte quelque chose. Tu as un paquet? Ok, est-ce que tu peux jeter à la poubelle? Est-ce que tu peux jeter à la poubelle, s'il te plaît? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans son sac qui a... C'est quoi la plus petite des pièces? Bon, c'est un peu rare. Quelqu'un a 5 francs par hasard? 25? Ça existe? Fouillez. Ou 50 francs? 25? Oui, tu peux venir, s'il te plaît. Non, c'est bon, Maria. Oui, tu peux venir, Loïs. Combien? 25? Est-ce que tu peux jeter à la poubelle, s'il te plaît? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 10 000 francs? Non, 10 000. 10 000, le beau billet là. Il y a les gens qui réfléchissent. Hein? Il y a personne qui a 10 000. Tu as 5 000. Ok. Tu as combien? 10 000, il faut venir. Ah, la question s'est posée, on va s'arrêter là. C'était simplement pour montrer comment des fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand quelque chose semble avoir peu de valeur, on est prêt à jeter. Tout à l'heure, quand j'ai dit le mouchoir, il a réfléchi un peu que bon, ça m'a quand même coûté 500 quoi. Je n'ai pas jeté toute la boîte de mouchoirs. Mais la vérité, c'est que ce qu'on vient de voir là, c'est ce qu'on fait au quotidien. Au quotidien. Au quotidien, des fois, tu vas au marché, tu achètes beaucoup de vivres. Tu achètes des tomates comme si c'était pour faire les réserves pour 100 ans. Et puis tu mets au frigo, puis ça pourrit bien. Et puis tu mets à la poubelle. C'est pas ça? Des fois, tu achètes la nourriture, la checker, tu dis à la fin du kit, bon, je vais acheter peut-être 3 pour la famille, j'en sais rien. Tu mets au frigo, une partie pourrie, tu mets où? Est-ce que ça arrive souvent? Dans beaucoup de domaines, ça arrive. Dans beaucoup de domaines. Parce qu'on ne prend pas le temps. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas être pingre. Attention. Attention. Personnellement, j'investis beaucoup dans des causes de ceux que j'appelle des indigents. Vous voyez? Ce n'est pas être pingre, c'est apprendre à donner la bonne valeur à ce que Dieu nous donne. Vous voyez? Ça permet de mieux gérer. Quand tu commences à être un peu plus regardant, à bien proportionner, à ne plus acheter comme si tu étais fou, tu vois que tu fais des économies. En bien gérant, tu verras que ton budget, même pour ton panier, va diminuer. Parce que tu te rends compte que, mais attention, quand je jette des poubelles, des concombres, des tomates, des concombres, des trucs, j'achète plein de pâtes et puis ça expire, et puis je mets à la poubelle, je suis en train de mal gérer l'argent que Dieu m'a donné. Oui, c'est ça. Vous voyez? Des fois, tu remplis ton congélateur, et puis tout ce qui est en bas là-bas, tu ne sais plus. Le jour où tu sors, toi-même, tu trouves que ça a déjà trop duré au congélateur, on met à la poubelle. C'est pas vrai? Ça arrive souvent. Parce que tu vois, ce n'est plus frais. Ça a déjà duré tellement que tu prends, tu mets à la poubelle parce que tu ne veux plus manger ça. Et ça, c'est des choses qui doivent changer pour quelqu'un qui veut bien gérer. Dis-toi bien que ce poulet qui a duré depuis 5 ans que tu vas jeter, ça aurait pu être l'équivalent que tu mets dans ton compte d'épargne pour aider les gens, par exemple. Vous voyez? C'est important de savoir bien gérer. Moi, je dis souvent à mes enfants, quand ils laissent la lumière allumée, qu'est-ce que tu te rends compte que c'est l'argent de papa et maman que tu es en train de dépenser? Souvent, on n'a pas la conscience, malheureusement. Souvent, on ne se rend pas compte. Des fois, quand vous n'avez pas idée comment ça me tracasse, quand j'arrive à l'église, je vois qu'on a allumé partout, même il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de besoin, les clims sont allumés. Je dis, on se rend compte que c'est l'argent du Seigneur? Non. Souvent, on ne se rend pas compte. Parce que l'argent, pour nous, ça représente le papier. 10 000, 5 000, 4 000. L'argent, ce n'est pas ça. L'argent, c'est le matériel. Le vêtement que j'ai, c'est de l'argent. Le sac que tu as, c'est de l'argent. Les chaussures que tu as, c'est de l'argent. Et tu dois prendre soin et de l'argent matériel et de l'argent transformé que tu as. Amen. C'est ça qui permet de bien gérer son argent. Prendre soin de tout ce que notre argent a acheté. Ouais. Quand tu prends soin de ta maison, tu es en train d'épargner. Parce que ça t'évite les femmes, les hommes, hein, quand tu fais la vaisselle et que tu évites de laisser les déchets qui vont aller boucher, tu es obligé d'appeler le plombier derrière. Quand tu fais le nécessaire pour mettre un filtre, pour pouvoir enlever les grosses saletés, tu es en train d'épargner. En même temps que ta maison est propre d'ailleurs. Tu es en train d'épargner. Et souvent, c'est des petits mécanismes qui ont l'air de rien, mais qui, une fois mis en place, changent tout dans notre façon de gérer au quotidien. Est-ce qu'on est d'accord?
Est-ce que quelqu'un a pris des résolutions ce matin? Oui. Est-ce qu'on peut nous partager les résolutions? Ben oui, vous avez pris des résolutions. Est-ce que quelqu'un veut nous partager la bonne résolution qu'il a prise ce matin? Voilà, oui. J'ai vu les gens qui ont secoué la tête là. Oui, oui. As-tu une question? Ok. Moi, c'est la question que je ne saisis pas bien. Je pense déjà que quand on va partager le fichier, ça va peut-être répondre à ta question, je pense. On va voir le fichier tout à l'heure, et puis si tu as la question de nouveau, tu vas la reposer, et on partira sur base d'un fichier, sur base de quelqu'un qui gère bien son argent. Je pense que je parviendrai à bien cerner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou quelqu'un qui veut partager quelles sont les bonnes résolutions qu'il a prises jusqu'ici? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, la résolution que je prends, ce qui m'a le plus touchée, c'est la partie où, maman, vous avez parlé du fait qu'on devait faire très attention à tout ce qu'on achète, tout ce que notre argent, là où notre argent est rentré. C'est-à-dire que ce soit les vêtements, que ce soit la maison, que ce soit la nourriture. Tout ça là, on doit maintenant faire attention. Donc moi, c'est la résolution que je prends, de faire plus attention à là où mon argent est rentré, de faire en sorte que ça ne va pas être de l'argent perdu. Ok. Oui, Samuel? Alors moi, je prends la résolution de ne pas négliger l'argent physique, matériel, au détriment de l'argent en billet. C'est-à-dire ce que j'achète, je prends la résolution de mieux considérer ce que j'achète. Quelqu'un d'autre? Oui. Moi, je prends la résolution de ne pas être la solution de tout le monde dans mon argent. Ok. Si je peux résumer ça ainsi. Ok. Oui. Alors, moi, je prends la résolution de réduire mes achats. Je me suis vraiment retrouvée au niveau de tout ce qui était le marché, au niveau des légumes et tout ça. Parce que très souvent, ça m'arrive. Donc aujourd'hui, je prends la résolution de mettre un thème à ça et de vraiment être regardant sur cet aspect-là. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui. Je prends la résolution d'acheter moins de vêtements. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des vêtements que j'ai achetés depuis le mois de juillet de l'année dernière. Que tu n'as jamais mis. Ah, les femmes vont se retrouver là-bas. Hein? Et souvent, avec ça, souvent, la trappe, le piège, c'est souvent quand il y a des promos. Moins 20%, moins 30%. Je dis que non, c'est l'occasion en offre. J'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est des cycles. Ça reviendra toujours. Souvent, c'est l'occasion, on se dit que non, j'achète au moins 3, 4.
je mets à la maison, pourtant tu n'as pas les finances nécessaires pour ça. Et c'est même pas utile à la fin. Ouais, quelqu'un d'autre? Oui, derrière. Moi, je prends la résolution de réduire mes déplacements, surtout en Yongo. Il y a une qui va prendre le waro bientôt maintenant. Hein. Ok. Tu peux juste passer un peu les slides, c'est possible? Je ne sais pas qui moniteur derrière. Ok, tu peux passer. Ok. Je pense que ça, j'avais un peu parlé de ça, il faut côtoyer des personnes, vous voyez, non, qui vous aident en fait à grandir dans votre gestion financière. Ça, c'est important. Et se permettre de rêver grand. C'est-à-dire que comme la femme... Ah, il y a PCNC, hein, il y a quelle heure? Pardon. Il n'y a pas PCNC? Ok. Ok. Ah. Ok, gloire à Dieu. Donc, je disais, il faut se permettre de rêver grand. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a la graine qu'on ne va pas se permettre de voir la forêt. Ça, c'est important au niveau du mindset et de la vision. Ce qu'on voit, c'est là où on va arriver. Il faut percevoir, il faut voir où est-ce qu'on veut aller. Donc aujourd'hui, ce que tu as, c'est ton capital de départ que Dieu te permet de multiplier. Et il faut que tu restes dans ce mindset-là. Ça fait que même dans tes sujets de prière par rapport à ce que tu as, tu sais comment les orienter. Seigneur, montre-moi ce que je dois en faire. Montre-moi où est-ce que je dois. Et puis on observe ce qui fonctionne, ce qu'ils font et ça fonctionne. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à celui qui avait un seul talent. Il a vu les autres faire, mais le gars n'a pas tilté. Il faut travailler. Amen. Alors j'ai appelé une partie faire respecter son argent. Mais je pense que je l'ai dit un peu ici, quand je parlais de quelqu'un qui vient te solliciter, tu as l'impression qu'il meurt pendant qu'il te sollicite. Après tu le vois au McDo, tu le vois au... Non, donnez-moi un autre truc. À l'Ocodrome. Tu le vois à l'Ocodrome. Alors qu'il te démontrait comment vraiment, lui, là, c'est compliqué. Tu le vois lundi, mardi, mercredi, jeudi, à l'Ocodrome. Toi-même, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et c'est important. Moi, je me rappelle une fois, j'étais étudiante, j'avais sollicité mon frère, j'avais besoin d'argent. Et quand il m'a donné, il m'a dit que sache que l'argent, j'ai travaillé dur pour l'avoir. Donc si tu pars pour aller dépenser sans n'importe comment, ça ne va pas. Mais il faut faire respecter son argent. Et pour moi, ça rentre aussi dans le cas des personnes dont on essaye de prendre de l'argent comme ça, mais pas pour un vrai but. Vous voyez? C'est pas le but en fait. Moi, je considère faire du bien comme quelque chose qui apporte un vrai changement aux gens. Si c'est juste pour que la personne s'achète des vêtements, pourtant de base, la personne a des vêtements, vous voyez? J'estime que ce n'est pas respecter mon argent. Si c'est pour quelqu'un qui ne sait pas s'habiller, là, vous voyez, ça a de la valeur, ça a du sens. Voilà, c'est plus ça. Ça a du sens. Parce que la personne n'arrivait pas à s'habiller, je l'ai habillé. Quelqu'un qui a déjà plusieurs vêtements, il te sollicite, mais ce n'est pas pour un besoin primaire, c'est pour ajouter déjà à ce qu'il a. Il y a un problème. Donc apprenons à discerner, parce qu'il y a des personnes, au contraire, que Dieu a placées qu'on doit vraiment aider. Et donc souvent, ces gens-là font que on met des personnes, on les aide au détriment des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Vous voyez? Donc il faut discerner quand on aide les gens, il faut discerner. Amen. Ouais, n'écoutez pas la petite voix qui vous décourage. Et ça, c'est souvent pour les étudiants ou les personnes qui n'ont pas de contrat fixe. Ou des fois, on vous dit, vous n'avez rien, ce que vous avez, ça ne peut pas vous amener quelque part. Non, ce n'est pas possible. Il y avait quelqu'un qui avait dit que si la vie te donne des citrons, il faut apprendre à faire des limonades. Et moi, je rajoute, il faut apprendre à faire des confitures aussi. Parce que la base, c'est ce que tu as. Ouais. Et le Seigneur nous a donné quelque chose qui est immatériel. C'est des fois la capacité intellectuelle, c'est des fois les connexions avec des personnes qui peuvent nous inspirer. C'est tout ça qui rentre dans le panier et qui nous permettent de fructifier, de multiplier ce que Dieu nous a donné. Amen. Je crois que j'ai tout dit. Refusez les excuses liées à votre situation. Amen. Parce que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Et quelqu'un qui refuse des excuses, ça se voit dans la façon dont il prie. Il n'est plus dans les prières, Seigneur, je meurs, Seigneur, non. Il a un autre type de prière. Seigneur, montre-moi, connecte-moi avec des bonnes connexions. Seigneur, permets-moi de voir là où mes yeux physiques ne voient pas. Permets-moi de discerner la saison. Permets-moi d'apprendre ce que je dois apprendre dans cette saison, etc. Parce que vous voyez que c'est déjà deux approches différentes. Amen. Tu peux passer? Tu peux passer. Donc ça, j'ai parlé, tu peux passer.
Donc, on a parlé du budget, donc on va présenter ça tout à l'heure. Donc, pour bien gérer, il faut tenir un budget. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de discipline. Il faut la discipline. Parce que tenir le budget, ce n'est pas le tout. C'est bien facile de faire un fichier et dire, OK, je fais ça. Mais il faut pouvoir suivre. Et il faut pouvoir être rigoureux. Suivre et être rigoureux, parce que ça te permet de reporter, ça te permet de, à un moment, pouvoir s'arrêter et pouvoir évaluer. Si tu n'es pas rigoureux, si tu ne reportes pas, ce sera difficile d'évaluer. Amen. Donc, il faut suivre, le réévaluer, maîtriser ses dépenses. Donc, on a parlé des dépenses qui sont inutiles. Donc, il faut revoir un peu la façon dont on gère son argent. Où est-ce que ça va? On prend le temps vraiment de checker, de secouer en fait le truc pour vraiment s'assurer que ça va au bon endroit. Et voilà. Donc, définir les objectifs, c'est ça. J'ai dit tout à l'heure, hein, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas d'objectif à atteindre, si ce n'est pas clair pour toi, tu ne pourras pas bien gérer tes finances. Parce que vous savez, quand c'est clair, tu sais qu'il faut aller straight. Si je te dis par exemple, OK, cette année j'ai décidé, je veux acheter, je sais pas, une voiture, par exemple une voiture, et que la voiture que je veux acheter, ça coûte 6 millions, l'objectif est clair. Et puis tu te dis, tous les mois je mets autant. Vous voyez? Pourtant, si ce n'est pas clair, bon, on est là, on épargne quand même. Des fois tu vas épargner, des fois tu ne vas pas épargner. Tu ne vas pas te forcer. Quand l'objectif est clair, tes actions aussi sont ordonnées. Amen. On peut passer. Tu peux passer. Donc, OK, ça c'est une règle de base, mais sincèrement, c'est à adapter en fonction du contexte, adapter en fonction de ce qu'on gagne, etc. OK? C'est une règle de gestion budgétaire un peu de base, 50, 20, 30. Donc 20% pour l'épargne investissement, 50% pour tous des besoins un peu obligatoires. Donc logement, nourriture, les soins, pour la santé, le transport, des choses dont on ne peut pas se passer. OK? Et alors on a 30% pour les envies, divertissement, restaurant, les ongles des femmes, etc. Et on met ça dedans. Ça veut dire que quand l'enveloppe est épuisée, c'est épuisé. Donc tu commences à faire les foulards jusqu'à ce que le cycle se termine. Donc quand on va voir des femmes en foulard ici, on va savoir que le budget pour les tresses est épuisé. Aujourd'hui, on a les perruques aussi. Donc quand tu vois, ça devient compliqué. L'ancienne perruque, là, tu vas chercher ça et puis tu commences à mettre jusqu'à ce que le cycle s'épuise. Bon, je dis ça en rigolant, mais c'est à peu près ça. Mais comme je dis, c'est une règle à adapter en fonction de la réalité de chacun. Ça, c'est super important. Et donc, on va peut-être présenter le fichier Excel. OK. Je crois que j'avais enlevé les chiffres. Bon, c'est pas grave. De base, dans l'exemple, je crois que j'avais mis des chiffres. Tu peux aller un peu à février pour voir. Est-ce que j'ai enlevé les chiffres partout? C'est dommage. OK. C'est pas grave. Donc, c'est simplement un fichier que j'avais mis en place pour pouvoir gérer le budget. Donc, tu as tes revenus que tu rentres. Et l'idée, c'est de vraiment tout lister, en fait. C'est de vraiment tout. On doit être le plus exhaustif possible pour bien gérer ses finances. Parce que, souvenez-vous, j'ai dit, on doit savoir où chacun de nos francs va. Mais si tu n'es pas exhaustif, en fait, tu ne sauras pas. Donc, c'est de vraiment lister qu'est-ce qui rentre tous les mois. Si tu as une activité qui fluctue, tu peux mettre une moyenne. C'est juste pour pouvoir avoir la vision. Donc, qu'est-ce qui rentre tous les mois? Et puis après, donc, tu as les revenus. Ensuite, tu as l'épargne. Quel type d'épargne est-ce que tu veux faire? Toi, tu dois t'asseoir et définir. OK? Je vais épargner pour pouvoir acheter mon terrain dans 5 ans ou dans 3 ans, ou j'en sais rien, ou pour l'école de l'enfant parce qu'il est déjà en 3e et je sais que l'université va arriver, donc je commence à mettre de côté tous les mois. On définit quel type d'épargne on veut avoir. Et puis, toutes les dépenses aussi. Quelles sont mes dépenses au quotidien? On remplit la case des dépenses. Et on définit l'objectif. Vous voyez, moi j'ai mis ici budgétiser, reçu, écart. Parce que des fois on peut budgétiser, je prends un exemple, comme j'ai dit, des revenus fluctuants. Tu peux dire par exemple, je budgétise, c'est 100 000 et puis ce mois-là c'est 120 000 qui arrivent et puis tu as un écart. Mais le but en fait avec ça, c'est que toi-même tu prennes le temps de ventiler. Comment je veux dépenser et épargner mon argent? Tu t'assois. Évidemment, je ne sais pas si j'ai pas mis, pardon, il y a la dîme. Dans les dépenses, il faut descendre un peu. J'ai pas mis. Il y a un, voilà, pardon. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire, comme j'ai dit, de lister de façon exhaustive tout ce que je dépense le mois et je m'assois, je ventile. Je vous dis, c'est un exercice qui est formidable, simple mais très très efficace. Parce que souvent quand tu remplis les cas, tu te rends compte que en fait, je n'ai même plus d'argent pour les autres dépenses, comment je fais?
Et c'est là que tu te rends compte en fait que si je suis endettée comme ça tous les mois, c'est parce qu'il y a un truc que je ne fais pas bien. Peut-être qu'il faut que je supprime telle chose le temps de voir. Et il y a quelque chose que moi j'appelle souvent la détorse financière. C'est mon mot que j'ai inventé. C'est souvent les détorses quand on fait les régimes, vous voyez, non? On fait une détorse, c'est-à-dire que tu définis un mois où tu ne dépenses presque rien, hormis les besoins primaires. Donc l'ancienne période, là, tu laves ça bien, et puis c'est ça que tu mets pendant un mois. Et puis tu ne dépenses presque rien, et puis tu vois. Et tu pars de là pour dire, ok, je m'en suis sorti quand même pas mal, ou bien tel aspect c'était un peu plus compliqué. Et ça va te permettre aussi, parce que des fois la question se pose de savoir comment est-ce que je ventile. Quand tu passes par une détorse, tu commences à savoir qu'est-ce qui est utile ou pas. Un peu comme quand tu es invité à un mariage, tu veux absolument avoir une nouvelle tenue. Tu cherches, tu ne trouves pas. Pourtant, tu voulais dépenser. Mais Dieu fait que tu ne trouves pas. Mais tu pars quand même habillé au mariage. Tu ne vas pas nu. Vous voyez? Ça permet, quand tu fais cette détox, ça te permet en fait de réaliser que des fois, je fais des dépenses pour les choses dont je n'ai pas besoin. En fait, parce que j'ai déjà une solution, j'ai quelque chose que je peux transformer, etc. Vous voyez? Donc moi, j'encourage surtout des personnes qui étaient vraiment très, très désordonnées dans leur gestion, de prendre le temps de se poser, de mettre une pause aux dépenses, un peu truc, et de dire, ok, je prends le temps de bien évaluer les situations avant de dépenser. Et une chose qui permet aussi, ça rejoint aussi ça, de ne pas dépenser follement, c'est de reporter des fois les dépenses. Quand tu dis, ah, moi, il me faut une robe blanche, il me faut de ne pas céder à la pression, de reporter, de dire, bon, on va voir ça dans un mois. Et puis tu vas te rendre compte d'ici là même, tu te rends compte, en fait, je n'avais même pas besoin de ça. C'était pas si important, c'était pas si utile que ça, c'était pas si... Donc ça permet vraiment de bien revoir les choses. Les gens qui ont des enfants, un truc qui permet de baisser, de baisser les dépenses, d'augmenter la qualité nutritive des enfants, c'est quand on fait soi-même les goûters des enfants. Je sais que des fois il y a des challenges de temps, mais en tout cas c'est quelque chose à considérer. Parce que des fois ce qui est acheté au truc, des fois c'est pas très bon pour leur santé déjà de 1, et en plus ça coûte cher. Donc, c'est des choses à prendre en compte et à bien évaluer et décider comment est-ce qu'on ventile. Mais il faut retenir juste qu'il faut tenir un budget. Il faut le tenir. Je dis, si tu ne tiens pas de budget, tu es sûr que tu as déjà échoué. Tu dois tenir le budget pour mettre en place toi-même tes propres mécanismes en fait au quotidien de la gestion de tes finances. Ça, c'est super important. Amen. C'est ça qui permet que souvent on fait l'appel, on dit ceux qui veulent s'aimer, tu ne peux même pas te lever pour prendre l'enveloppe parce que tu ne budgétises rien, tu subis tes finances au quotidien. Comment tu vas pouvoir? Non, mais c'est la vérité. Comment tu vas pouvoir? Parce que tu subis tellement au quotidien que tu ne sais même pas si tu peux prendre un engagement de 25 000. Parce que tu ne gères pas bien tes finances. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'arrive. Ok. Est-ce qu'au niveau de la budgétisation, on pourrait avoir, du moment où à l'écran on ne perçoit pas bien ce qui est écrit, ce qui est mentionné comme écriture, comme groupe, comme chiffre, est-ce qu'il est possible on pourrait avoir, de par le secrétariat de l'Église? Je peux l'envoyer, mais vous aurez des points parce que c'est crypté et que je ne me rappelle plus du mot. D'accord. Mais vous pouvez l'avoir pour le reproduire. Pourrait reproduire. C'est-à-dire qu'en fonction des pourcentages, du moment où on a un revenu, si on pouvait avoir des fiches, soit payantes ou gratuites, où c'est mentionné en détail comment budgétiser ces revenus. Ok. D'accord, merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ok, moi je voulais savoir pour un étudiant qui continue les cours, mais en dehors de ça, qui se débrouille, qui avait un petit business à côté, comment gérer les finances de son business au fait? Parce que souvent il peut prendre l'argent de son business pour effectuer un déplacement ou un truc, ça fatigue vraiment. Donc je voulais savoir comment gérer ça. Pour effectuer un déplacement, comme quel genre de déplacement? Bon, souvent pour se déplacer, pour aller au cours, au truc, mais faire les livres, un peu. Et il veut aussi se faire plaisir aussi souvent avec l'argent de son business. Ça commence à venir, hein. En fait, on voit c'est quoi le point. Alors, on a parlé de toute façon,
la budgétisation ne concerne pas seulement les gens qui travaillent. Hein. Tu es étudiant et tu as quelque chose que soit tes parents te donnent, soit parce que tu travailles et tout, tu dois pouvoir budgétiser. Ta réponse va se trouver dans la budgétisation. Il y a des endroits qui vont te choquer. Quand tu vas voir que, bon, je me fais un peu trop plaisir, un problème, ça va toi-même te choquer, tu vas t'ajuster tout seul. Tu vois? Donc c'est important que déjà de faire un budget et de vraiment introduire la notion de discipline dans ce qu'on fait et d'objectifs à atteindre. J'insiste. Souvent, les étudiants, malheureusement, n'ont pas d'objectifs financiers. C'est-à-dire que lui, c'est seulement que je veux finir d'étudier et puis je vais travailler. Mais par rapport à l'argent qu'il a aujourd'hui, il n'a pas d'objectif. Lui, son argent est plus dépassé. C'est souvent ça, non? Quand on était étudiant, est-ce qu'on pensait à trop épargner? En tout cas, plusieurs, c'était... Moi, je dépassais que demain, je vais travailler. J'ai encore le soutien, j'ai les tontons, les tatas que je peux gratter un peu à gauche, à droite et m'en sortir peut-être. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Moi, personnellement, un des moments où j'ai peut-être le mieux épargné, en tout cas, c'est un moment, c'était pendant que j'étais étudiante, hein, justement. Parce que Dieu m'avait déjà fait la grâce d'avoir une vision. Quand j'étais étudiante, je savais ce que je voulais. C'est-à-dire que je m'étais donné un objectif. À la fin de mes études, je veux avoir tel montant dans mon compte. C'était clair dans mon esprit. Ça fait que chaque jour, chaque dépense, chaque action, ça que j'intégrais en fait. Donc, je n'étais pas là dans les copines qui tout le temps viennent dire oui, improviser, sortir pour aller au resto. Maman, je n'ai pas l'argent. Je vais sortir une fois, la deuxième fois, il était dit que bon, c'était bon pour moi. Pas parce que je n'avais pas d'argent, mais parce que je gardais en tête ce que j'avais à faire. Et c'est important. Parce qu'il faut déjà avoir ce bon mindset. En tout cas, le plus tôt tu l'as, le mieux c'est. Parce que plus tu vas grandir, plus les sollicitations, les ceci, les cela. Mais si le mindset en place n'est déjà pas bon, tu auras un petit souci quand même. Donc, étudiant, c'est le bon moment de commencer à avoir une bonne discipline financière. Et encore une fois, une discipline financière ne veut pas dire qu'on ne mange pas à sa faim, j'insiste dessus. Hein. On n'est pas en train de dire que les gens vont commencer à maigrir parce que... Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste de bien ventiler, c'est tout. De façon détendue. Mais après, maintenant, si tu es quelqu'un qui passe ta vie à commander, il faut bien réfléchir aussi, toi aussi. Dans le budget, et puis toi-même, tu vois. Si quand tu vas voir que, bon, moi, mon Yango Delivery, les 5 000 par jour, là, ça fait quand même 150 000 aides de rien, peut-être que ça va te faire réfléchir. Maintenant, si ça ne te fait pas réfléchir, peut-être que tu vas réduire d'autres sous, parce que de toute façon, il faut que tu puisses épargner et mettre, et que ton budget soit équilibré. Voyez? Donc ça, il y a certaines choses, c'est à la discrétion de chacun, mais il faut prendre compte de l'objectif qu'on a à atteindre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus de questions, tout est clair. Oui, Clarisse. La partie épargne. Alors, franchement, comme je dis, chacun adapte le budget en fonction de ses besoins. Hein. Ce que je mettais dans le fonds d'urgence, c'est parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri de quelque chose qui arrive, vous voyez. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu, c'est en Dieu qu'on se confie, mais la vérité, c'est qu'il peut y avoir des moments où c'est compliqué. Des personnes peuvent perdre leur emploi, et tu perds ton emploi, tu as quand même les loyers quand même à payer. Donc, souvent, ce qu'on conseille, c'est que tu aies 3 fois, donc vous avez vu, on a mis 50% pour tout ce qui est obligatoire, les dépenses obligatoires, au moins 3 fois ce montant, quelque part gardé, pour les cas de coup dur. Je perds mon boulot, ça me laisse 3 mois pour voir, pour réfléchir comment je fais, pour ne pas être genre dans le tout à coup direct. C'est-à-dire qu'en même temps tu payes ton boulot, en même temps tu ne sais pas comment payer ton loyer, c'est un gros stress en fait. Voilà, ça permet vraiment de bien amorcer les coups durs. Ça permet d'amorcer aussi des cas de maladies subites. Il y a des personnes qui sont assurées, comme je disais, mais il y en a qui ne le sont pas. Donc il peut y avoir un truc où on dit que opération, il fait 250 000, là, tu fais comment? Donc, il faut toujours avoir un fonds d'urgence quelque part qui va pouvoir répondre à ce besoin si jamais ça arrive. On prie que Dieu fasse grâce que ça n'arrive pas. Donc, c'est ça le fonds d'urgence. Et puis, chacun en fonction, comme je dis, de ses projets, va mettre les différentes épargnes.
épargne études, je ne vais pas tout lister, mais il y a beaucoup de possibilités. D'épargne d'études pour les enfants, épargne pour l'achat d'une voiture, épargne pour l'achat d'un terrain, etc., etc. Donc c'est un peu ça. C'est bon? Oui. Par rapport aux dépenses fixes, je veux savoir si tu peux nous donner des astuces pour justement réduire le montant des dépenses fixes. Je sais que tout à l'heure, tu as parlé par exemple de déménager. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres pour un certain nombre de dépenses? Oui. Effectivement, j'ai parlé de déménager. Moi, je considère quand quelqu'un vit dans un logement qui lui coûte plus de 30-33% de son revenu, c'est déjà trop cher pour lui. Parce qu'après, tu vas voir que tout le reste va devenir compliqué. Tu es obligé de tout serrer partout. Donc ça, c'est déjà quand même un point à prendre en compte. Donc on a parlé du repas, où il faut acheter utile. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Il faut acheter utile et pas acheter compulsif. Ça te permet de réduire aussi les charges. On a parlé d'électricité et d'eau. Il faut avoir la conscience et inculquer cette conscience-là à la famille, au foyer, de ce que je dois avoir les bonnes habitudes pour éteindre quand je finis, arrêter l'eau quand je finis. Ça a l'air de rien, comme je dis, mais ça permet de mettre quand même des choses de côté. Donc, parce que dans l'essentiel, il y a tout ça. Comparer aussi les assurances, comparer les forfaits. Vous voyez, ne pas faire juste parce qu'un frère m'a dit, moi, je suis chez... Donnez-moi une assurance. Bref, je ne sais pas. Je suis chez telle compagnie. Il faut avoir les bonnes habitudes de comparer. Moi, je me rappelle à une époque, et je l'avais fait pour moi, et quand j'ai conseillé une sœur, elle a réduit quand même de 55% sa facture de téléphone. Parce qu'initialement, elle était partie juste comme ça. Parce que bon, les deux réseaux en vue, c'est ça et ça. Elle est allée comme ça. Mais elle n'a pas pris le temps de comparer par rapport à l'offre qu'il y a sur le marché. Et quand je lui ai dit, écoute, voilà moi ce que j'ai pu faire, elle a fait direct et ça a permis de réduire un peu sa facture mensuelle. Donc voilà un peu. Je pense que vraiment en travaillant, c'est une façon de dépenser, se poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce que je fais telle dépense? Ça permet vraiment de bien évaluer les choses. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Maman, moi, c'est au niveau des épargnes, en fait. Bon, je vois ici fonds d'urgence, compte d'épargne, capital, immobilier et autres. Bon, pour un salaire moyen, c'est-à-dire quelqu'un qui a un revenu moyen entre 500 000, de façon concrète, quels sont les exemples que vous pouvez nous donner à ce niveau-là? Par exemple, parce que quelqu'un qui gagne 500 000, peut-être il met une épargne de 20 ou 30%. Est-ce que dans les 20 ou 30%, c'est y compris avec tout ce que je vois là au tableau? Donc voilà un peu ma question. Oui, oui. Dans la catégorie épargne, c'est toute l'épargne globale en fait qui doit faire les 20 ou 30% dont tu parlais. C'est toute l'épargne. Maintenant, tu ventiles en fonction. Imagine, je démarre dans ma gestion budgétaire, je n'ai pas encore de fonds d'urgence. La priorité, c'est d'abord de remplir ce compte-là. Un argent que je ne touche pas, qui peut me permettre de résister 3 mois en cas de coup dur. Tu vois? Et puis maintenant, le reste, ça va dépendre de ta situation. Est-ce que tu as des enfants ou pas? Quels sont tes projets? Quels sont tes rêves? Tu vois? Tout ça, ça doit dépendre. Est-ce que je veux acheter une voiture? Tu vois, je ne peux pas te dire comme ça parce que ça dépend vraiment au cas par cas de qu'est-ce que tu veux faire, quels sont tes projets à réaliser durant l'année ou à moyen ou à court terme. Tu vois? Voilà. Mais de toute façon, les 20%, c'est tout. Maintenant, tu ventiles utile et tu crées des lignes en fonction de l'utilité. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mélissa. Ma question est de savoir, pour le rejoindre, pour le même salaire moyen de 500 000, quel est le pourcentage qui doit être attribué à l'épargne? À l'épargne? Oui. Globale? Bon, on a dit tout à l'heure que si tu épargnes 20%, c'est déjà bien. 20% de ton revenu. Si tu fais plus, c'est mieux, mais voilà.
Est-ce que, bon, ça commence à tirer en 14h39. Peut-être prendre la dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? S'il n'y a plus de questions, on va... Oui, Clarisse. Tout à l'heure, tu as parlé de 20% qui était dans le budget mensuel pour prendre soin de soi. Et tu as dit que c'était trop. Donc, du coup, je voulais savoir de ton expérience, qu'est-ce que tu recommandes pour un budget, pour ce poste budgétaire-là? Et aussi, ma deuxième question, c'est, en dehors des assurances santé, je sais qu'il y a souvent des produits d'assurance qu'on propose aux jeunes qui travaillent. Il y a des quoi? Des produits d'assurance qu'on propose aux jeunes qui travaillent et tout ça. Donc, est-ce que tu en as que tu recommandes? Ok. Je vais commencer par ta deuxième question. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de connaissances de comment ça se passe dans le pays. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut savoir pourquoi on prend une assurance. Des fois, ils vendent ça bien. Des fois, ils vendent bien, mais il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce que je veux couvrir vraiment? Est-ce que ce risque-là a été un risque qui est avéré? Parce que souvent, ils parlent bien, tu dis, oh, pourquoi pas, mais tu dépenses pour rien. Les abonnements mensuels, moi, je fais attention à ces trucs-là. Je challenge pour m'assurer qu'en vrai, j'ai besoin de ça. Donc, pour moi, c'est quand même un truc qui est important quand même voilà. Parce que les assureurs, c'est aussi des attrapes, c'est un peu des voleurs d'argent. Et les assureuses, désolée. Il y en a certainement qui travaillent dans l'assurance, donc pardonnez-moi, mais la vérité, c'est qu'il faut évaluer tout ça. Il ne faut pas se lancer comme ça. Bien évaluer. Et tu parlais tout à l'heure du budget pour les soins. Alors, moi, j'ai mis ça tout. Si tu remontes sur le tableau, dans le slide, le tableau, où on était arrêté, dans les slides. Oui. Voilà. Ici, dans la règle, tu peux agrandir. Ok. Donc, dans les 30% là, tu as tout dedans. Hein. C'est pas que les soins. Donc, tu as les soins, tu as les voyages, les activités, les restaurants, etc. Hein. Même dans les 30%, tu as même les aides aux autres aussi. Hein. Donc, c'est tout ça dedans. Comme je dis, en fait, quelqu'un qui fait de façon consciente et consciencieuse, qui remplit son budget, il y a des choses qui vont s'éliminer d'elles-mêmes. Il y a des choses que vous-même, vous allez voir que, bon, ça, là, vraiment, je n'ai pas besoin. Je pense. Ouais. Oui, Jaël. On n'a pas beaucoup parlé d'investissement parce qu'aujourd'hui, c'était la gestion. Avant d'investir, il faut savoir maîtriser. Il faut pouvoir mettre de côté pour investir. La femme vertueuse. Oui. Une vigne, oui. Ce sera peut-être l'objet d'une seconde formation. Ok. Donc c'est bon en termes de questions. Il est 14h, vraiment désolé, 42. En tout cas, j'espère que ça vous a béni la formation et que chacun rentre avec quelque chose pour sa vie. Amen. On va simplement se lever, on va rendre grâce à Dieu. Amen. Parce que heureux sommes-nous qui écoutons ça, pourvu que nous puissions les mettre en pratique. On va simplement bénir le Seigneur pour ce moment, pour ce qu'il nous a appris, parce que je pense que chacun a eu quelque chose qui a fait écho à son cœur. Et on va